dommage parce que le magicien... C'est vrai que le magicien, il est d'abord... Enfin, quand on dit ah, vous êtes magicien, ah, vous faites des tours pour les enfants. Bon, c'est vrai que je fais aussi des spectacles pour enfants. J'adore faire ça. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai eu plusieurs étapes, enfin, plusieurs courants. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de magiciens, comme il y a des chanteurs, il y a plusieurs types de chanteurs. Mais c'est vrai que quand on dit magicien, on englobe le magicien, le lapin dans le chapeau, enfin... D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez d'où vient ce truc de lapin dans le chapeau. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps dans un article, c'est assez intéressant. C'est une femme, je crois que c'est dans fin 19e, début 20e, qui a dit à tout le monde qu'elle avait accouché de lapin. C'est paru dans la presse et les scientifiques se sont mêlés de ça. C'est une histoire vraie, hein. Et les scientifiques ont dit « Formidable, c'est vrai, cette femme a vraiment accouché de lapin. » Alors les gens, c'est quand même une affaire assez extraordinaire. Et puis, quelques années après, je crois que c'est 1 an ou 2, elle remet ça, encore une série de lapins. Elle a accouché de lapins. Et il y a, cette fois-ci, l'affaire a été un petit peu, ça a été démasqué, on va dire, c'était une supercherie, quoi, c'était partie des charlatans. Et puis, un producteur de music-hall cherchait un magicien qui pouvait faire apparaître des lapins, parce que c'était un petit peu c'est un peu la vogue, hein, comme après la guerre, des magiciens, c'était quoi? Des manipulateurs de cigarettes, ce genre de choses, parce que forcément, c'était des choses qui manquaient. Et on trouvait aucun magicien qui faisait apparaître des lapins. Ça n'existait pas. Et ils ont trouvé un magicien, je sais plus où, je crois que c'est en Angleterre, qui a mis au point le numéro le truc du lapin dans le chapeau. Voilà, le tour du lapin dans le chapeau vient de là. Je sais pas si ça vous intéresse, mais... Voilà. En fait, voilà, j'ai deux choses. Je crée des spectacles. Alors ça peut être de la magie de proximité, de la magie pour enfants, et puis je fais aussi des périodes, en tout cas, où j'ai fait des grands spectacles. Ça s'appelle la grande illusion, les magies, les grandes illusions. Là, ça a bien fonctionné. Après, bon, un peu moins. Par contre, moi, je suis confronté à de grandes désillusions. Moi, c'est une grande désillusion parce que j'avais porté un carnet. Si vous avez gardé votre âme d'enfant, vous êtes apte à regarder un spectacle de magie. Bon, il y a différents types de magie. Il y a magie pour enfants, mais il y a aussi une magie qui revient un petit peu à la mode, là, qui est ce qu'on appelle le mentalisme. C'est-à-dire cette magie un petit peu qui peut donner l'illusion qu'on arrive à lire dans les pensées ou à prédire l'avenir. Enfin, c'est une grande époque aussi dans les années 60, 70. Et ça revient un petit peu à la mode maintenant. Il y a eu des émissions aussi là-dessus. Et puis j'ai une autre facette, c'est que en fait, je me suis intéressé à la magie assez jeune, et puis j'ai eu pour raconter un petit peu mon histoire en quelques mots, j'ai eu un prof remplaçant de français qui faisait des remplacements, mais non pas que en France, faisait dans les différents lycées et collèges français. Ça pouvait être au Costa Rica, ça pouvait être à Québec, ça pouvait être un peu partout, et qui à la fin de chaque cours nous faisait un tour de magie. Donc je m'intéressais déjà à la magie. Enfin, non, et avouez quand même qu'après une dictée ou un truc, il y a le prof lui dit bon, hop, maintenant on va faire un tour de magie. Je pensais bien qu'on était content d'aller au cours de français, parce qu'on savait que le prof allait nous faire. Et donc je m'intéressais déjà à la magie, mais ça m'a donné un petit peu l'envie de... C'est quand même une meilleure idée que de les payer. Est-ce qu'on a une question maintenant de donner une petite indemnité aux élèves, aux lycéens, je crois, qui... Voilà, au lieu d'avoir des images, des figurants en classe, parce qu'ils viennent jouer les figurants. Là, en tour de magie à la fin, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, c'est une personne avec qui j'ai gardé contact, et qui s'intéresse aussi sur la magie, beaucoup ce qui se passe en Bretagne. Et bon, moi je m'intéressais pas trop à l'histoire, quand j'ai démarré je m'intéressais plutôt aux trucs, hein, parce que forcément, ce qu'on veut savoir, nous, c'est les trucs. Pas vous? Si. Bon, alors, d'ailleurs, il y a une question que je me pose, c'est comment on fait pour couper... La femme en deux? Voilà. Bon, est-ce que vous savez garder un secret? Non. Ben, moi aussi. Et voilà, et donc après, la magie petit à petit, et puis voilà, un beau jour, j'ai fait un peu des études de cinéma, enfin plein de choses comme ça, et puis je me suis lancé, et voilà. Alors, je vais regarder aussi des questions pour pas différer, ouais. À mon avis, il doit bien rester. Ouais. Si vous les faites apparaître, ah ben voilà. Vas-y. Il y a des questions qui apparaissent. Alors, oui, alors qu'est-ce que vous pensez on va commencer par une question un peu déstabilisante. Ouais, tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous pensez du mot abracadabrantesque qui a été un peu détourné il y a quelques années, ou qui ont
détourné, enfin, Ah bon? forcément. Pourquoi détourné? Utiliser peut-être à bon escient, je sais pas. Oh bah le mot magie, le mot abracadabrantesque. Voilà, c'est ça. Mieux. C'est marqué aussi, c'est facile, tu sais bien. Oui, c'est souvent lié à la politique. On parlait de politique tout à l'heure, hein. On caricature souvent les politiciens pour des magiciens. C'est pas vrai. Et Pour ça, ils font disparaître notre argent. j'ai une gravure comme ça de Louis XVI avec son ministre Necker où il s'était déjà parodié en magicien. Donc oui, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai une question, alors. Voilà. Question, alors. Une vraie question. Une vraie question, c'est vrai. Qui part d'un constat, d'ailleurs, c'est un constat avant une question. Là, dans la magie, c'est le côté spontané, c'est non pas spontané, c'est éphémère, qui joue un grand rôle, et vous intéressez en fait au côté éternel de la magie, enfin, côté historique, universel. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a un peu un contraste? Si. Éphémère dans l'instant, mais je pense que comme plus tard, quand on va voir... Instantané, quoi, instantané. Instantané? Peut-être. Non, le tout est instantané. Je sais pas, si on parle de peinture, si on va dans n'importe quel musée, ou ici, ou dans une galerie dans le coin, on voit une toile, on a une émotion, ou pas, et on garde cette émotion, elle est peut-être instantanée, éphémère, mais on peut y penser longtemps après, et garder l'impression, cette émotion qu'on a eue par cette toile. Et je crois que pour la magie c'est pareil, il y a un effet, il se passe quelque chose, waouh, c'est sûr, il y a un Mais ça se passe dans l'instant, dans le présent. Oui, ça se passe dans l'instant. Que là, oui, la passion, c'est l'histoire de la magie, ça remonte à l'Égypte ancienne ou encore... L'histoire de la magie, ouais, alors là il faudrait faire une soirée pour ça. Mais on peut dire que peut-être les premiers tours de magie datent de très très longtemps, de la préhistoire certainement. Dans les années 70, par exemple, des chercheurs avaient trouvé des haches votives. Ce ne sont pas des haches pour couper du bois, ce sont des haches pour même accrochées comme pendentifs, où souvent était gravé un esprit sur ces haches. Et en les posant négligemment sur une table, une des haches, qui forcément quand elles étaient un petit peu bombées, tournait, quoi. Et au bout d'un instant, le sens de rotation s'est mis subitement à changer. Ce qu'on appelle l'anagir, je crois que c'est un anagir. C'est-à-dire c'est une pierre comme ça qu'on tourne, et au bout d'un moment, elle vibre et elle se met à tourner dans l'autre sens. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça a été sculpté de cette manière? Bon, il y a un doute. Ils étaient magiciens dans le sens où on peut dire que peut-être les personnes les plus importantes qui ont existé à la préhistoire étaient certainement le sorcier. Parce que ils avaient des connaissances, on suppose qu'ils avaient des connaissances dans les plantes. Avec les plantes, on fait quoi? Des médicaments, donc ça avait un pouvoir un peu sur la vie et la mort. Ils étaient aussi, on le sait, pour chasser, pour communiquer avec les animaux, ils étaient ventriloques. C'est des techniques qui sont toujours utilisées aujourd'hui, des techniques de ventriloquie par les chamans notamment. Bon, ils utilisent aussi des poudres de palindropin pour voir les éléphants roses, mais où ils lèchent des crapauds aussi, hein, ça se fait, on prend un crapaud, on lèche le crapaud, et comme ça... Est-ce qu'il y a un crapaud là-dedans? Non, il n'y a pas de crapaud. Il y a peut-être une image de crapaud, mais non, il n'y a pas d'image de crapaud. Donc voilà, on peut dire peut-être que les hommes, les hommes peut-être les plus importants, entre guillemets, étaient certainement les magiciens, on ne les appelait pas comme ça, bien entendu, mais voilà, c'est peut-être... Alors j'ai une autre question, mais alors sérieuse, très sérieuse. Parce que ma réponse n'était pas peut-être... Ah non, c'est ma question qui était au début pas trop sérieuse, puis là elle est vraiment très sérieuse. Pourquoi des trois invités, vous êtes le seul à ne pas avoir de couvre-chef? Ah, c'était pas le chapeau. Bon, j'ai pas mis en tenue de scène, quoique c'est vrai que sur mes spectacles, justement, le jean et le t-shirt. Il faut savoir qu'on a cette image aussi de la queue de pie, du chapeau haute forme et du petit gilet, mais il faut savoir que les premiers magiciens, on va dire l'âge d'or, les premiers spectacles de magie vraiment de prestidigitation, c'est-à-dire vraiment de manipulation tout ça, donc c'est le XVIIIe siècle, tout le monde était habillé quand on sortait en queue de pie et en chapeau de forme, et voilà. Si ce n'est qu'ils étaient peut-être un peu plus beaux, brodés, ou ils étaient habillés comme ça, donc c'est vrai que le magicien aujourd'hui, naturellement, devrait être habillé comme tous les jours. Bon, c'est vrai que dans les spectacles enfants, j'ai une petite veste un peu sympa
Voilà, mais c'est vrai que le magicien, on a cette image-là, mais à l'époque, il était habillé comme tout le monde. Et pour faire une transition, une habile transition, qu'est-ce que vous pensez du chapeau de Merlin? Du chapeau de Merlin? Alors Merlin, bon, si on prend l'histoire de Merlin, je ne sais pas comment tu dis un peu Merlin, on ne sait pas grand-chose de Merlin. On sait que c'était un barde, on sait qu'il aurait vécu vers la milieu du 5e, début du 6e siècle. On n'a pas grand-chose, hein. Il y a Merlinus, voilà, on a quelques textes, voilà. Je parle du concret, du réel, je ne parle pas du mythe d'Arthur et tout ça. Merzine, alors en breton. Merzine, Merzine. Oui, il y a Merzine, hein, c'est dans les écrits. Mais par contre, on en connaît un peu plus sur un autre personnage qui s'appelle Éon de l'Étoile. Éon de l'Étoile est né aussi à Concorel, en forêt de Brocéliande. Et on l'appelait comme ça d'ailleurs Éon de l'Étoile parce que, et on le représente d'ailleurs toujours avec une étoile, un peu comme les saints dans les toiles ou dans les églises, parce qu'il était né le jour du passage d'une comète, la comète de Halley. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, elle passe tous les 80 ans, et il est né ce jour-là. Et on l'appelait comme ça, Éon de l'Étoile. Et il était magicien, il était surtout transformiste. C'est un peu comme le show avec une petite houppette, Brachetti, vous avez peut-être encore si vous avez Arturo Brachetti, voilà. Il était transformiste, il pouvait changer d'apparence, comme Merlin. On raconte aussi, d'ailleurs, il y a une chapelle, c'est curieux d'ailleurs, une église, pardon, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, elle est par là-bas aussi, dans le 22, je ne sais plus où elle est exactement, dans la chapelle, et qui représente Éon l'Étoile. Et pourtant, il a mal fini. Bon, il pouvait faire apparaître des pièces d'or, des poules rôties pour manger. Voilà. Tout un tas de tours que faisait aussi un peu Merlin. C'est curieux, hein? Éon de l'Étoile. C'est un personnage qui a vraiment existé. Bon, il a fini par se convaincre lui-même qu'il avait des pouvoirs. Il a été arrêté après à Reims par le pape Eugène en 1148, parce qu'il avait monté une espèce de secte. Voilà. J'espère que vous prenez des notes. Hein? Oui, c'est... bon, en général, ça intéresse. Hein. Si ça vous intéresse pas, levez la main. Voilà, donc Éon de l'Étoile, voilà, c'est un parallèle un peu avec Merlin. Lui a vraiment existé, il était en Bretagne, en forêt de Brocéliande, il faisait de la magie et les mêmes tours que Merlin. Parce que ce qu'on a raconté après dans les légendes arthuriennes et tout ça, ce sont des tours qui existaient à l'époque. C'était des tours qui étaient faits. Les premiers spectacles de magie sont nés en Grèce, c'est comme les Jeux Olympiques. Ils sont nés en Grèce et on a utilisé les magiciens pour représenter les scènes de la mythologie. Médée, la magicienne, Circé, enfin tout ça. Et on a utilisé les magiciens qu'on appelait les conducteurs de secrets, des systèmes de trappes, de changements de costumes. Il y avait même des chars volants. Enfin, il faut imaginer des très grands spectacles. D'ailleurs, les plus grands spectacles de magie qu'il y ait jamais eu. Voilà, donc ça c'est Antiquité. Donc c'est. Il avait inventé la politique, quoi. Ouais, 4e, 5e siècle.